Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. La mise en quarantaine pendant 14 jours de tous les passagers entrant en Polynésie est désormais effective, comme la fermeture des établissements scolaires dès mercredi. Ce sont les nouvelles mesures décidées conjointement par le haut-commissaire et le président Edouard Fritsch pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ce lundi encore, tous les établissements scolaires de Tahiti tournent avec un taux d'absentéisme important en raison des mesures de précaution. De nombreux parents ont préféré garder leurs enfants chez eux. Et la crise impacte évidemment l'activité touristique de la perle du Pacifique. Les conséquences économiques pour les professionnels de Bora Bora sont incalculables et pour toute l'activité économique du pays. Des entreprises locales en difficulté qui, à l'instar de la métropole, espèrent une aide du pays. On en parle avec notre invité Christophe Plé, président de la CPME. Il nous parlera du fameux plan de sauvetage de l'économie. Et puis les Tavanans en lice pour le second tour des municipales devront prendre leur mal en patience en raison de l'épidémie de Covid-19. Le président Emmanuel Macron a annoncé le report du scrutin ce matin. Enfin, pour terminer ce journal plein phare sur le vol TN64 Papeete-Paris sans escale, le plus long vol domestique du monde réalisé par la compagnie Air Tahiti Nui. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement. Voilà, ce sont les déclarations officielles d'Emmanuel Macron lors de son allocution ce matin. La France qui est au stade 3 de l'épidémie avec 6 633 personnes contaminées et 148 décès. Quant en Polynésie, nous n'en sommes qu'au stade 1 et que l'on ne compte que 3 cas pour l'instant. Parallèlement à la métropole, nous allons également fermer les établissements scolaires, a annoncé le président Edouard Fritsch, qui était aux côtés du haut-commissaire pour annoncer des nouvelles mesures. Natacha Silagi, Patrick Tsinsing. La distance de sécurité anti-coronavirus n'est pas respectée entre Edouard Fritsch et Dominique Saurin, preuve de l'intimité entre l'État et le pays. Une coopération indispensable, a déclaré le haut-commissaire, qui veut protéger le territoire en mettant en quarantaine 14 jours tous les passagers qui entrent en Polynésie française. Ça va bien sûr supprimer les arrivées de touristes. Parce que les touristes ne vont pas venir se mettre en quatorzaine ici. Donc la question va se poser pour tous ceux qui viennent ici, qui ont de la famille, pour les Polynésiens, pour tous ceux qui résident ici en Polynésie française. Pas encore de confinement à l'intérieur du pays, mais des consignes de limitation de déplacement maximale. On ne se déplace que si on a besoin, s'il y a un impératif pour le faire. Impératif familial, danger, un problème à régler, un problème professionnel. Les déplacements, je dirais, de convenance, de loisirs, il nous faut les limiter et les éviter. Les hôtels et les restaurants vont devoir diviser leur clientèle par 2 et les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits aussi en Polynésie. Le report du second tour des municipales est donc confirmé. Le gouvernement nous indiquera dans quelles conditions ce deuxième tour est reporté. Mais le premier tour est acquis, je dirais. Il faudra voir dans quelles conditions ce deuxième tour aura lieu. Pour l'instant, nous continuons à enregistrer les candidatures pour le deuxième tour. Et face à l'insistance des syndicats d'enseignants et des parents d'élèves, le gouvernement annonce la fermeture des écoles pour enrayer la propagation du virus. Les écoles primaires, les collèges, les lycées, l'université donc, seront fermés à partir de mercredi après-midi. Nous allons avancer les vacances scolaires prévues pour la période de Pâques, donc, et nous allons l'étendre à 3 semaines, c'est-à-dire la semaine en cours, plus les 2 semaines de vacances prévues. Quotidien bouleversé, de son organisation à ses traditions, on ne peut plus s'embrasser ni se serrer la main. C'est la première mesure barrière à appliquer. On a toujours le droit de s'aimer, mais de loin. Et en attendant la fermeture officielle des établissements scolaires prévus mercredi après-midi, de nombreux parents ont préféré garder leurs enfants chez eux par mesure de précaution. Exemple à Punaauia, Stéphane Ratino, Nicolas Suir.
Dès vendredi, 5000 élèves absents en Polynésie. Manifestement, les parents avaient pris unilatéralement leurs mesures. Pas d'école pour leurs enfants. Aujourd'hui, l'absentéisme était plus important. Pas plus de 50% de présents. Il reste moins de la moitié de la classe. Il n'y en a que 11. On a eu l'appel des parents aujourd'hui et la semaine dernière déjà. Comme quoi, à cause de la pandémie qu'il y a à cause du coronavirus, ils ont préféré garder leurs enfants. Ne pas aller à l'école comme un arrache-cœur pour cette famille dont les enfants, neveux et nièces ont fait l'école buissonnière à la maison. L'angoisse du Covid-19 est là, tenace, et son étreinte d'autant plus forte que l'on est dans l'inconnu. Cindy et ses amis de l'association ne sont pas sortis. Et je l'ai décidé dès que j'ai su en fait que le corona est arrivé sur Haïti. Tu te sens rassurée de l'avoir avec toi? Oui, carrément. Je préfère qu'elle soit là, à côté de moi. Enfin, je m'inquiète un peu. À cause du coronavirus. Vous en parlez beaucoup entre camarades? Oui, beaucoup même. Et même quand on se Haroufa, genre on fait 1 mètre. La fermeture des écoles sera effective à partir de mercredi. Les syndicats d'enseignants l'ont demandé la semaine dernière. L'UNSA fait partir aujourd'hui un courrier au pays pour préciser des points d'organisation de la mesure. Nous avons plusieurs points d'interrogation concernant par exemple la prise en charge et le rapatriement de nos élèves internes qui posent quelques questions par rapport aux parents, par rapport aux examens aussi. Les collègues enseignants qui se posent des questions sur le devenir des examens. Les familles doivent aussi s'organiser. Hors de question de laisser traîner les enfants dans les rues. De plus, les apprentissages doivent se poursuivre. Ici, la famille et les amis de l'association vont faire l'école. Une première pour elles. Vu que maintenant, il va falloir fermer l'école, l'éducation pour nous, elle est très importante. Donc il faut qu'on maintienne l'éducation déjà à la maison. Donc c'est vous qui allez faire les cours? Exact. Le matin, le soir, tu as une idée ou pas encore? On va privilégier plus le matin pour qu'après on puisse laisser les enfants leur après-midi. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire l'après-midi aussi. Dans le quartier, les mamans disent qu'elles vont vous aider. Tu trouves que c'est une bonne chose, ça? Oui, très bonne chose. Vous préférez travailler le matin ou le soir? Le matin. Et l'après-midi sieste? Oui. Le cocon familial est prêt pour cette période inédite. La solidarité et l'entraide sont des valeurs éducatives qui se vivront en direct et à toute heure entre toutes les générations. Voilà, les mesures annoncées vont conduire à un tarissement du trafic aérien de et vers la Polynésie, mais aussi des vols domestiques d'Air Tahiti avec des conséquences majeures pour l'économie et le tourisme. D'ailleurs, la crise frappe déjà, comme ont pu le constater à l'aéroport Thierry Saint-Fleur et Sandro Ly. Hier, sur le vol Air France, on a eu un seul client pour les taxis. Pour 39 passagers, il paraît. Donc la crise a déjà commencé. Parmi les métiers impactés directement, les taxis, surtout ceux qui desservent l'aéroport, payent une vignette spéciale pour y accéder et s'apprêtent à vivre des semaines difficiles, tant les visiteurs constituent une source de revenus essentielle. Il n'y aura plus de touristes chez nous. Nous, on ne travaillera plus. Enfin, pour un certain moment, je vais dire pour un mois, on va dire. On va devoir rester chez nous. Tous les professionnels qui accueillent les touristes et encadrent leur séjour sentent eux aussi le vent du boulet, même s'ils ne veulent pas désespérer au-delà des quelques mois qui viennent. Évidemment, j'ai eu beaucoup d'annulations de personnes qui étaient sur les paquebots et puis et j'ai eu beaucoup aussi de reports aussi, vers la fin d'année, à partir du mois d'août, beaucoup de reports. Donc je ne pense pas que ça va pas arrêter le tourisme ici. Et les touristes eux-mêmes, pour les Américains par exemple, les séjours dépassent rarement les 2 semaines. Alors s'il faut les passer à l'isolement, ce sera non thank you, logique. Oui, nous aurions annulé. Le certificat médical, ça allait. Mais un isolement de 14 jours, ça aurait été non. C'est un court séjour. Oui, 8 jours de vacances. Pour ce couple de Français arrivés ce matin même, pour un séjour en famille, la préoccupation était justement de se protéger un maximum ces dernières semaines pour éviter d'emmener le virus avec eux. On a déjà mis en place, nous, des mesures d'hygiène. Et puis pour le vol, on a porté un masque tout le long. Chaque fois qu'on touche quelque chose, on se désinfecte les mains derrière. On essaye de ne pas rester trop à proximité des gens non plus. On n'a pas embrassé notre famille qu'on a vue aujourd'hui. Quant aux habitants originaires des îles, ils vont continuer à voler vers Tahiti, soit pour raison familiale, soit par obligation, mais pas forcément l'esprit serein. Enfin, j'ai hésité. Mais bon, on n'a pas le choix, comme on doit venir pour... Enfin, je suis venue pour accoucher, on est obligé de venir.
J'étais obligée de venir. Tu te sentais plus en sécurité à Hangui? Ah oui, ça c'est sûr. Les effets d'annonce d'aujourd'hui se veulent dissuasifs pour les déplacements en général. On verra comment tout cela va se mettre en place, tant le diable est souvent dans le détail. Mais les dégâts pour la principale activité économique locale risquent d'être sévères. Voilà, la compagnie Air Tahiti annonce également la suspension des vols à destination de Rarotonga. Et les conséquences économiques de la lutte contre le Covid-19 se font sentir à Bora Bora. L'île la plus touristique de la Polynésie prend de plein fouet une baisse sensible du nombre de visiteurs alors que la quatorzaine n'est pas encore appliquée. Tout le monde, des plus solides aux plus fragiles, se prépare à traverser une très mauvaise passe. Brigitte Olivier, Heidi Enko. En lieu et place des grands paquebots de croisière qui n'ont plus le droit de s'amarrer, quelques rares voiliers font escale à Vaitapé, chef-lieu de Bora Bora. Le tourisme commence à s'effondrer, les réservations dans les hôtels sont en chute libre. Des visiteurs se demandent même comment ils vont rentrer chez eux. Le virus est déjà là et je ne sais vraiment pas comment je vais rentrer chez moi. Au-delà des problèmes d'organisation qu'engendre le Covid-19, c'est toute une économie qui est en péril. Dans les hôtels, on commence par envisager des mesures drastiques. Il faut être préparé à prendre des décisions et les actions nécessaires pour pouvoir s'adapter à la baisse d'occupation qui arrive et qui va continuer à arriver dans les semaines à venir. Je suis inquiète parce que toutes les frontières ferment les unes après les autres. Donc même si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment touchés encore par le Covid-19, eh bien, on va être un petit peu isolés obligatoirement par la fermeture des autres frontières. Mais à l'heure où nous l'avons interviewée, la directrice de cet hôtel ne savait pas encore que dès mercredi, les voyageurs seraient mis en quatorzaine. Au comité de tourisme, l'annonce n'était pas non plus encore connue, mais déjà cette crise majeure inquiète. La priorité, c'est la préservation des emplois. Il y a sur Bora Bora 3000 emplois, 250 entreprises. Bora Bora représente 56% des visiteurs qui viennent en Polynésie. C'est 50% du chiffre d'affaires des hôtels. Bien sûr qu'on est inquiet et bien sûr que la priorité des patrons de la commune, c'est de préserver ces 3000 salariés. Le choc va surtout frapper les petits entrepreneurs, ceux qui se sont endettés pour créer leur société, à l'image des 20 prestataires touristiques qui se partagent le marché de l'excursion. Il y a aussi les artisans qui affirment pour certains qu'ils feront comme avant, comme il y a longtemps. On peut vivre s'il n'y a pas de touristes, aller à la pêche, planter, voilà. Si tu peux vivre avec ça. Les pertes vont se compter en milliards de francs pacifiques. Sous un soleil éclatant, Bora Bora s'apprête à hiberner. Christophe Pley, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président de la CPME, le syndicat patronal de Polynésie. Vous êtes également membre du CESEC. On vient de voir, le tourisme est fortement touché. Quels sont les autres secteurs impactés ? Écoutez, il faut se préparer à ce que tous les secteurs soient touchés. Évidemment, le tourisme va être frappé de plein fouet suite à la décision de la quatorzaine imposée à l'ensemble des personnes. Mais ce matin, les partenaires sociaux se sont réunis et avaient déclaré vouloir fermer tous les vols internationaux. Vous étiez d'accord ? Mais bien sûr, c'est une demande des partenaires sociaux, fermer les vols internationaux, mais même aller plus loin. Faire revenir les résidents en extrême urgence. Et on voit bien que tous les pays se ferment au monde. Il n'y aura pas que la Polynésie qui va souffrir. C'est tout le monde entier qui va être en arrêt pendant quelques mois. Alors, vous, en tant que patron, est-ce que vous ressentez déjà l'effet de la crise ? Bien sûr, il y a des restaurants qui sont vides le soir, des prestataires de services qui n'ont déjà plus de touristes. Il faut s'attendre vraiment à une déflagration sur la Polynésie française. Et j'espère que les gens sont en train d'en prendre conscience. Ce qui veut dire qu'on va avoir des mois difficiles qui vont arriver et il faut les anticiper. Il ne faut surtout pas faire comme tout le monde a fait, attendre. Il faut anticiper, prendre les mesures économiques qui s'imposent. Un conseil interministériel de plan de sauvetage de l'économie s'est réuni le 12 mars. Il devait présenter ce lundi une première ébauche du plan de sauvetage. Qu'en est-il ? Écoutez, les partenaires sociaux n'étaient pas au courant ce matin. Donc nous avons demandé à être reçus par le gouvernement en extrême urgence. À l'heure où je vous parle, les organisations patronales rencontrent le haut-commissaire. Et j'espère bien que dans les jours qui viennent, parce que chaque jour compte, concrètement, qu'est-ce que vous attendez ? Il faut préparer le scénario du pire pour que le meilleur arrive.
Et vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Concrètement, nous, on a demain, la CPME se réunit et prépare une panel de propositions pour l'ensemble des secteurs d'activité. Par exemple? Par exemple, il va falloir, s'il y a du chômage technique, le prévoir pour nos salariés des rendements minimums pour qu'ils puissent payer leurs charges, faire des congés anticipés. Il faut tout un tas de mesures. Il faut que la caisse exonère, si on doit exonérer les entreprises. Il faut sauver les entreprises pour sauver les salariés. Et les petites entreprises, les toutes petites entreprises comme les chauffeurs de taxi, par exemple? Eux, ils vont être touchés de plein fouet. Donc c'est pour ça que les partenaires sociaux, dès ce matin, demandent à se réunir en urgence. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'essayer d'anticiper pour sauver notre économie dans les mois qui viennent. Comment on peut faire si demain, par exemple, le commissaire annonce le confinement? Comment ça va se passer? Eh bien, là, les entreprises, les chefs d'entreprise veulent aujourd'hui se mettre autour de la table pour parler de mesures concrètes et applicables dans les jours qui viennent, pas dans 3 mois, dans les jours qui viennent. Si jamais il y a d'autres cas de coronavirus qui se développent, il faudra tout de suite prendre des mesures. Alors, moi, je salue les mesures qui ont été prises aujourd'hui par le haut-commissaire et le président du gouvernement. C'est des mesures que tout le monde attendait. C'est un premier stade, mais nous, on n'ira pas par stade. On veut tout de suite protéger nos entreprises et nos salariés parce que ça serait dramatique pour les Polynésiens. Et je crois qu'aujourd'hui, on a encore le temps de faire les choses. N'attendons pas, préparons-nous. Les Polynésiens, on le sait, c'est un peuple solidaire. Quand tout le monde se mettra au diapason pour anticiper cette crise qui va arriver, ne vous posez pas la question si elle va arriver, elle va arriver. Depuis la crise en France, le télétravail a augmenté de 25% à peu près. Le télétravail est-il possible dans les entreprises polynésiennes? Oui, la vôtre par exemple. Dans les grosses entreprises, c'est possible. De tout ce qui est travail administratif pourra être fait à distance, sur les serveurs, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'auront pas cette possibilité. Moi, dans le nettoyage, il faut bien aller nettoyer et ça ne se fera pas par télétravail. Il faudra aller sur le terrain. Le boulanger qui doit faire sa baguette, il faut bien qu'il vienne la faire. Il ne la fera pas à distance. Donc, ce qu'il faut, c'est que les entreprises se préparent. Et moi, j'en appelle encore au gouvernement de réunir les partenaires sociaux en urgence pour préparer ce plan d'action avec les professionnels pour que ça soit le moins dur possible si jamais le haut-commissaire et le gouvernement décidaient d'un confinement. Christophe Pley, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sachez que demain, Christophe Pley sera aussi l'invité café de votre matinale radio. Et la vigilance est vivement recommandée si vous avez des questions par rapport au coronavirus. Outre le 15, le Haut-Commissariat a aussi lancé ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé vont répondre à toutes vos questions. Et comme nous parlions des entreprises précédemment par mesure de confinement ou pour pouvoir garder ses enfants, le travailler depuis son domicile devrait être instauré dans de nombreuses entreprises. Tous les métiers ne s'y prêtent pas, mais plusieurs sociétés s'y sont déjà préparées et peuvent assurer une continuité de service. Certains ont déjà commencé et nous expliquent ce que cela nécessite. Lucille Guichet-Tiraou, Jérôme Lee. Sandira est éditrice numérique. Depuis ce matin, elle expérimente le télétravail pour suivre son activité professionnelle depuis son domicile, avec aussi sa fille de 4 ans qu'elle a déjà choisi de retirer de l'école. L'inconvénient, c'est qu'on ne se voit pas. On se correspond par Messenger ou WhatsApp pour se dire qu'est-ce qu'on fait et comment on se répartit le travail pour ne pas se télescoper. À la maison, j'ai donné des petits ateliers coloriage, peinture, voilà. Un peu de tout, quoi, pour occuper son enfant, pour que maman puisse travailler aussi. Plusieurs établissements publics ou privés ont déjà fait le choix de baisser le rideau pour le public. Dans cette entreprise spécialisée dans les paiements par carte bancaire, tout le monde est déjà prêt pour le télétravail. Les 64 employés l'ont déjà anticipé en interne. Tous les soirs, je pars avec mon portable qui est ici et je dispose d'une connexion sécurisée à toutes les ressources de l'entreprise. Et si on annonce que je dois rester confiné chez moi, eh bien, je branche mon portable et je me connecte et je peux travailler normalement durant la journée. Comme Frédéric, un tiers des salariés pourra ainsi assurer une continuité de service en cas de besoin, pour maintenir, quoi qu'il arrive, les paiements et les retraits. Imaginez-vous en train de payer chez un commerçant et puis la machine vous dit c'est pas possible, il y a une panne. Donc ça, c'est pas possible ça. En tout cas, nous sommes bien équipés effectivement avec des équipes d'intervention
24 à 24. La menace grandissante du coronavirus et l'annonce ce midi du gouvernement de fermer les écoles devraient étendre la pratique du télétravail. Lorsqu'elle est possible, elle nécessite toujours l'accord de son patron. Et puis chez vous, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et bien que cela bouleverse nos habitudes polynésiennes, surtout évitez de serrer la main ou encore les embrassades. En bref, la Caisse de prévoyance sociale a annoncé également que ces 6 antennes de Tahiti et Moorea sont fermées. Les assurés sont invités à contacter le 40 41 68 00 pour plus d'informations. Vous êtes sans doute nombreux à avoir suivi le premier tour des élections municipales hier. Dans les écoles qui ont servi au scrutin, les mesures d'hygiène sont scrupuleusement suivies. Après le dépouillement hier soir, les agents municipaux ont procédé au démontage des isoloirs dans les 13 classes de l'établissement et au nettoyage, comme dans cette école de Pirée qui accueille 330 élèves du primaire. Ce matin encore, les escaliers, le mobilier, les poignées de porte coursives ont été désinfectés. Je vous propose d'écouter Manouté Avair Aro au micro de Jérôme Lee. Depuis ce matin, tout le personnel communal assigné à l'école a commencé à désinfecter encore une fois toutes les classes dans la configuration des élections, c'est-à-dire qu'hier soir, une équipe a juste enlevé les isoloirs. Donc hier soir, ils ont déjà commencé un premier nettoyage avec désinfection de toutes les salles dans cette configuration-là. Ce matin, ils ont refait la même opération. Ensuite, il y a l'équipe du parc à matériel qui viendra pour remettre en place tout le mobilier. Et l'équipe du personnel communal assigné à l'école va renettoyer cette fois-ci encore les salles de classe avec le mobilier en configuration d'accueil scolaire pour demain. Et au lendemain du premier tour, cette décision d'Emmanuel Macron, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté, laisse les candidats toujours en lice entre évidence et fatalité. Une annonce qui tombe alors qu'ils sont en pleine réflexion sur les stratégies et autres alliances possibles. Mario Leroy, Patita Sabia. Le vote différé du second tour aura-t-il une incidence sur le résultat final des municipales? À Paea, le premier tour a été serré avec plus de 42%, mais seulement 87 voix d'avance. Le maire sortant, Jacques Igraff, est en tête. Je retiens simplement qu'on aura davantage de temps pour faire campagne, pour aller au contact de la population. Maintenant, le fait de reporter, ça permet également de rassurer la population, parce que peut-être que si on avait maintenu la semaine prochaine, il y en aurait encore moins qui seraient venus voter. Dans certaines communes, on a vu un grand taux d'abstention, ce qui n'est pas forcément le cas à Paea. Donc on va respecter cette mesure et utiliser ce temps d'une manière optimale pour pouvoir à nouveau faire campagne et puis trouver de nouveaux électeurs. Son adversaire Tony Giros n'est pas passé loin de la première place. Il obtient là son meilleur score. Les mesures annoncées lui permettront une meilleure stratégie. On aurait dû démarrer ce matin le second tour de ces élections. Et avec cette décision, donc tout est suspendu. Et donc du coup, nous avons un peu modifié l'ordre du jour de notre réunion de ce matin parce que nous avons déjà élaboré une stratégie dès hier soir. Et puis à l'annonce de cette nouvelle assez contraignante, donc on va réfléchir comment on va rebondir par rapport à tout ça. À Aroué, maire sortant également, Philippe Schill brigue son 5e mandat. Il espère un meilleur score de ce délai. Le concernant, oui, ça aura une incidence puisque ça fera revenir les électeurs et ils sont nombreux, je l'ai constaté avec mes colistiers, qui nous soutiennent ordinairement et qui ne sont pas venus effrayés par le coronavirus. Je pense que cette décision prise par le président Macron va apaiser les électeurs inquiets. Plus de 50% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes à Aroué, comme dans de nombreuses communes de Polynésie. Le report du second tour permettra peut-être une meilleure participation. En revanche, à Mahina, interrogé par nos confrères de Radio 1, le maire sortant Damas Tewira aurait préféré que le second tour se tienne comme prévu dimanche prochain.
Et le premier tour de scrutin a vu l'élection ou la réélection de 13 maires sur les 48 communes polynésiennes. La surprise vient des marquises. À Hivaoa, Joël Frébeau détrône Étienne Tehamona, mais bon nombre de maires étaient déjà en fonction dans leur commune. Le point avec Caroline Fari et Aurélien Njifok. Aux îles du Vent, premier maire à être élu lors de ce premier tour, Tehari Alpha. Le ministre récolte les fruits de sa campagne en battant Jonas Tahuaitu à Tevaiuta. À Punaoya, légitimité confirmée pour Simplicio Lissan. Le poulain de Roni Tumahai devance de loin Tevaro Fritsch sur la côte ouest. Pas de surprise pour Edouard Fritsch et Oscar Temaru. Ils sont respectivement réélus à Pir'e et Faa. Aux îles sous le vent, réélection assurée pour Gaston Tongsang à Bora Bora, Thomas Moutam à Taputapuatea et Cyril Tetouanoui à Tumara. Les Tuamotu voient la réélection de Félix Tokoragi à Makemo et l'élection de Izzet Butcher à Hao. Au Gambier, c'est Vai Gooding et sa liste Union des Mangaréviens qui est élu au premier tour. Aux Australes, Fernand Tahiata confirme sa position à Tupuai et Frédéric Ribetta à Rurutu. Aux Marquises, Nukuhiva réélit son maire sortant Benoît Kautai. Enfin, à Hivaoa, Joël Frébeau prend la relève de son père, Guy Rosy, et crée la surprise en détrônant Étienne Tehamoana. Et le second tour de ces municipales est certes reporté à une date qui n'est pas encore définie. Pour autant, les 3/4 des communes de Polynésie devront retourner aux urnes pour élire définitivement leur Tavana. Tour d'horizon archipel par archipel avec Laurence Pourteau et VTA Tirei. Aux îles du Vent, Hiro ont second tour les électeurs de Hitia, Tayarapu Est et Ouest, mais surtout Papeete. J'ai l'habitude. 49% c'est bien, c'est Papeete. Il y a plusieurs sensibilités politiques, plusieurs expressions politiques et c'est normal que les autres puissent s'exprimer également. À Marina, Damas Teuira vire en tête avec plus de 41% des voix à 21 points devant Nicole Sanker. Avec 2200 voix, c'est quelque chose que voilà, on s'y attendait un petit peu, hein, on espérait un peu plus, mais bon, faire ce chiffre-là au premier tour, c'est excellent déjà, c'est de bon augure pour le second tour. À Aroué, l'écart est moins important entre le maire sortant, Philippe Schill, et Teura Iriti. Globalement satisfait puisque nous sommes arrivés largement en tête. En revanche, le gros bémol, c'est le fort taux d'abstention. Plus de 50% des électeurs ne se sont pas déplacés. À Moorea, c'est la liste du John Toromona qui se positionne en ballottage favorable. Nous en sommes bien sortis quand même. Avec la première place, certes, nous avons atteint 22,55% devant le maire sortant, à savoir Evans, avec 21,71%. À Papara, 4 listes sont qualifiées pour le second tour. En premier lieu, celle de Sonia Pounoua, l'épouse de l'ancien maire. On partira seul. On avait déjà préparé que si on passe en deuxième tour, il n'y a pas d'alliance. Enfin, à Paia, Jacques Graff est clairement en difficulté face à Anthony Géros, son challenger depuis 30 ans. Ailleurs, aux îles sous le vent, Waine, Maupiti, Taha et Taputapuatea auront également un second tour. Retour aux urnes aux Australes, à Raivave, Rapa et Rimatara. Aux Marquises, un deuxième tour de scrutin devra départager les candidats de Fatuhiva, Tawata et Wahuka. Enfin, au Tuamotu-Gambier, il faudra également un second tour à Ana, Arutua, Fakarava, Fangatao, Gambier, Ikueru, Manhi, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Takaroa et Tureia. Au total, 33 communes sur 48 éliront leur premier magistrat au deuxième tour. Et en attendant, les candidats toujours en lice pour le second tour doivent déposer leur liste demain auprès de la DRCL. On termine ce journal sur une note positive avec l'exploit réalisé par le Dreamliner d'ATN, une prouesse saluée tout le long du vol par les contrôleurs aériens des pays traversés. Air Tahiti Nui vient d'acheminer ce lundi plus de 130 passagers entre Papeete et Paris sans faire d'escale, soit le plus long vol domestique du monde réalisé par la compagnie polynésienne. Le reportage à l'arrivée de l'avion à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle de Jean-Pierre Mazerolle et Jean-Yves Potra.
Ils étaient ravis, les passagers, à leur arrivée au petit matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Pas seulement d'être enfin arrivés en Hexagone, mais surtout d'avoir vécu ce vol direct entre Papeete et Paris. C'est sympa, ça fait moins long. En plus, on est arrivé en avance, donc très bien. On avait 3 places pour dormir et ça a été très vite et c'est vite passé. J'ai trouvé ça moins douloureux que les 2 vols allés avec l'escale à Los Angeles. On était angoissés quand même pour partir. Et pourquoi vous étiez angoissé? Parce que c'est la première fois qu'ils font ce vol. Donc, bon, je doute pas du pilote, mais c'est de l'avion. C'est à bord d'un avion identique à celui-ci, un Boeing 787 Dreamliner, que les 132 passagers et les 10 membres d'équipage ont parcouru les quelques 15 700 km qui séparent Papeete de Paris. Un vol direct monté en urgence par la compagnie polynésienne suite à la fermeture du ciel américain en raison de l'épidémie du coronavirus. 16 heures de voyage pour arriver directement à destination, là où d'habitude le trajet nécessite environ 23 heures, dont une escale à Los Angeles, aux États-Unis. On peut aussi parler de continuité territoriale, donc ça reste quelque part un vol domestique exceptionnel, compte tenu de la continuité territoriale. On parle d'un territoire français, on arrive en métropole, donc c'est assez particulier. À défaut d'être une première mondiale, ce vol TN64, arrivé à Roissy avec près d'une demi-heure d'avance grâce à des vents particulièrement favorables, devient ainsi le vol commercial domestique français le plus long de l'histoire. Un record et un bel exploit pour le personnel d'Air Tahiti Nui. Un test aussi et sans doute pour la compagnie de démontrer sa capacité d'effectuer des évacuations sanitaires longue distance, surtout en cette période, et peut-être enfin de susciter des opportunités pour plus tard. Techniquement, c'est faisable. Au niveau de la rentabilité, ça reste à être prouvé. Donc peut-être qu'il y a des aménagements de tarifaires à faire, des aménagements cabines en fonction de la route. Donc voilà, c'est plus du ressort de la direction générale de déterminer le produit Air Tahiti Nui par rapport à un marché bien spécifique. À bord, ambiance particulière du fait du contexte sanitaire et de la longueur du vol. Les passagers étaient essentiellement des touristes de métropole dont les croisières en Polynésie ont été annulées. Hôtesses et stewards étaient soulagés et ravis à l'arrivée. Très contente aussi d'avoir acheminé nos passagers jusqu'en France, malgré tout ce qui s'est passé. On remercie d'ailleurs la direction qui a réussi à faire quelque chose pour pouvoir aménager les vols et continuer à faire voler nos avions. Et ainsi, nous aussi, continuer à travailler. Pour l'heure, pas d'autres vols directs programmés entre l'Hexagone et la Polynésie. Air Tahiti Nui, qui transitait par Los Angeles, fera désormais escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. La mise en quarantaine pendant 14 jours de tous les passagers entrant en Polynésie est désormais effective, comme la fermeture des établissements scolaires qui est annoncée pour mercredi après-midi. Ce sont les nouvelles mesures décidées conjointement par le haut-commissaire et le président Edouard Fritsch pour lutter contre la propagation du Covid-19. La lutte contre le Covid-19 qui est aussi à la une de vos quotidiens de demain. La dépêche titre « Nous sommes en guerre ». Tahiti Info, immobilisation générale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.